Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà senti comme une ombre dans votre propre maison, un murmure silencieux dans le bruit quotidien de la vie de famille? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant où était passée la jeune femme pleine de rêves que vous étiez autrefois? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a passé des décennies à vivre pour les autres, jusqu'au jour où une trahison l'a forcée à se souvenir de sa propre valeur. C'est un rappel que votre lumière intérieure ne peut jamais vraiment être éteinte, même si elle est cachée. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire avec votre âge et la ville où vous vous trouvez. J'aime imaginer les cuisines, les salons, les lieux où ces histoires trouvent un écho dans vos vies. Marie a longtemps cru qu'elle avait tout pour être heureuse. Un mari, Jean-Pierre, charismatique et ambitieux, qui entrait dans une pièce et captait toute l'attention. 2 enfants, maintenant adultes et lancés dans leur propre vie. Un magnifique appartement haussmannien à Paris, avec de hautes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Elle était la gardienne de ce bonheur, celle qui se souvenait des anniversaires, qui organisait les dîners de famille, qui veillait à ce que le monde de Jean-Pierre tourne sans accroc. Elle portait son rôle d'épouse comme une seconde peau, fièrement au début, puis avec le poids de l'habitude. C'était un équilibre, pensait-elle. Son feu à lui, son calme à elle. Mais le temps, ce révélateur impitoyable, avait commencé à montrer les fissures sous la façade parfaite. Jean-Pierre aimait l'admiration plus que l'intimité. Pendant que Marie trouvait sa joie dans les rituels simples, les fleurs fraîches du marché, l'odeur du café le matin, les appels vidéo avec ses petits-enfants, lui se nourrissaient des louanges, des regards admiratifs. Et à mesure que les années passaient, elle sentait son regard à lui se détourner, comme si son visage vieillissant ne suffisait plus à nourrir son ego. La première piqûre, la vraie, fut une simple phrase lancée lors d'un dîner de famille. Marie parlait d'un voyage dont elle rêvait depuis toujours. L'Italie, les canaux de Venise, les vignobles de la Toscane, l'art de Florence. Elle pouvait presque sentir l'odeur des cyprès et le goût du vin sur ses lèvres, et elle voulait qu'il soit là, à ses côtés. Jean-Pierre s'était adossé à sa chaise, un sourire en coin, et avait dit, assez fort, pour que toute la table entende, « L'Italie, ce n'est pas pour les vieux. Et puis, tu ne ferais que me ralentir. » Les rires autour de la table furent polis, mais au fond du cœur de Marie, quelque chose s'était brisé. Elle avait masqué sa peine avec un sourire, comme toujours, mais cette nuit-là, elle avait pleuré en silence dans la salle de bain, pour que personne ne la voie. Elle s'était dit qu'il plaisantait, qu'il était juste taquin, mais au fond, elle savait que ce n'était pas une blague. C'était la façon dont il la voyait désormais. Plus lente, moins excitante, une femme dont le monde devait se réduire aux murs de leur salon. Après cela, les commentaires de ce genre devinrent plus fréquents. « Tu n'as pas besoin d'acheter cette robe. Pour impressionner qui? Laisse les jeunes s'occuper de ça. Les voyages, c'est pour ceux qui ont de l'énergie, pas pour ceux qui ont mal aux genoux. » Elle ne discutait pas. Elle avait pris l'habitude d'arrondir les angles, de faire la paix plutôt que du bruit. Pourtant, des soupçons commençaient à naître. Il y avait son assistante, une jeune femme de la moitié de son âge, qui semblait toujours graviter autour de lui avec une énergie débordante. Marie remarquait la façon dont il s'illuminait en sa présence, d'une manière qu'il ne faisait plus avec elle. Son téléphone, toujours à portée de main, les messages qu'il balayait d'un revers de la main en disant « c'est pour le travail ». Mais elle voulait croire au meilleur. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, les prêts, les maladies, les crises familiales, tout cela devait bien signifier quelque chose. Le fossé entre eux se creusait pourtant. Il restait plus tard au bureau, rentrait agité, critique, impatient. Marie commença à se sentir invisible. Elle était là, préparant les repas,
entretenant la maison, tenant les fils de leur vie commune. Et pourtant, c'était comme si elle s'était fondue dans le papier peint. Le jour où elle apprit la vérité sur l'Italie, le monde sembla basculer. Ce fut un mardi ordinaire, le genre de jour où rien de remarquable n'est censé se produire. Elle rangeait la cuisine, faisait les 1000 petites choses qui font tourner une maison. Jean-Pierre entra avec cette démarche rapide qu'il utilisait quand il voulait paraître occupé et important. Il la regarda à peine, marmonnant des choses sur son emploi du temps. Puis il lâcha la phrase « Je serai en déplacement pendant 2 semaines. Des réunions en Italie. Ne m'attends pas. » L'Italie. Le mot la frappa comme un coup. Son Italie à elle. Le seul rêve auquel elle s'était accrochée, l'endroit qu'elle l'avait supplié de visiter avec elle. Il le disait comme si de rien n'était, comme s'il s'agissait d'une simple course au supermarché. Elle essaya de garder une voix stable. « L'Italie ? Depuis quand vas-tu en Italie ?» Il agita la main avec dédain. « Le travail. Tu n'aimerais pas ça de toute façon. Trop de marche, trop de bruit. Tu serais fatigué. » Elle resta là, un torchon à la main, le fixant. Pour la première fois, elle ne ravala pas ses sentiments. « Tu m'as toujours dit que voyager n'était pas raisonnable, que nous n'en avions pas les moyens. Et soudain, c'est pour le travail ?» Il lui lança ce regard, celui qui signifiait que la conversation était terminée. Plus tard dans la soirée, alors qu'il était sorti sur le balcon pour prendre un appel, elle entendit le ton doux, presque enjôleur de sa voix. Il prononça son nom, celui de son assistante. Marie s'assit, un froid glacial l'envahissant. Voilà, la vérité était là, nue. Il ne partait pas seulement en voyage d'affaires, il partait avec elle. Non seulement il lui avait refusé le rêve qu'elle chérissait depuis des décennies, mais il le lui avait volé pour le vivre avec une autre. Cette nuit-là, Marie ne pleura pas. Curieusement, les larmes ne vinrent pas. À la place, une quiétude s'installa en elle. La colère était là, oui, mais sous la colère, il y avait quelque chose de plus fort encore. La clarté. Dans les jours qui suivirent, elle l'observa avec un regard nouveau. Le soin qu'il mettait à se préparer le matin, l'abonnement soudain à une salle de sport, la façon dont il faisait défiler son téléphone tard le soir avec un léger sourire. Elle réalisa qu'elle vivait avec un étranger depuis bien plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Un soir, sa voisine, une vieille amie qui avait sûrement deviné plus de choses qu'elle ne le laissait paraître, l'interpella sur le palier. « Vous avez l'air fatiguée, Marie, » dit-elle doucement. « Tout va bien ?» Pour une fois, Marie n'arbora pas son sourire habituel. Elle secoua simplement la tête. Et sa voisine, cette âme bienveillante, lui serra la main. « Ne le laissez pas vous rendre petite. Vous avez plus de force que vous ne le pensez. » Ces mots restèrent gravés en elle. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, elle s'assit dans le silence du salon. Elle regarda les magazines de voyage qu'elle gardait cachés, ceux dont les pages étaient cornées et remplies de rêves reportés. La trahison la brûlait, mais sous la douleur, quelque chose commençait à s'éveiller. Ce n'était pas seulement de la rage contre lui, c'était un feu pour elle-même, un murmure qui disait « Tu n'es pas impuissante, tu n'as pas dit ton dernier mot. » Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ferait, mais une chose était certaine. Quand il rentrerait d'Italie, il ne retrouverait pas la même femme que celle qu'il avait laissée derrière lui. Une fois le choc de la trahison retombé, Marie découvrit quelque chose de surprenant. Sous la colère et l'humiliation, il y avait un calme étrange. Pour la première fois depuis des années, elle ne courait plus après lui, n'essayait plus de lui plaire, n'attendait plus des miettes d'affection. Non, son esprit était clair, sa concentration aiguisée. Elle s'assit à la table de la cuisine avec un stylo et un bloc-notes. Elle fit une liste, non pas de courses ou de tâches ménagères, mais de leviers. Tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils avaient construit ensemble, et, plus important encore, tout ce à quoi ils tenaient. Sa voiture, leur compte joint, l'acte de propriété de l'appartement, la retraite à laquelle ils avaient tous deux contribué.
Pendant des décennies, elle avait considéré ces choses comme à nous. Maintenant, elle les voyait comme légitimement siennes. Elle avait investi toute sa vie dans ce mariage. La première cible fut sa voiture. Oh, cette voiture! Ce n'était pas seulement du métal et des roues pour lui. C'était sa fierté, la preuve qu'il était encore jeune et désirable. Une machine élégante et brillante qu'il chérissait plus qu'il ne l'avait jamais chérie. Elle décida que ce serait la première chose à disparaître. Elle appela un concessionnaire de confiance. Il passa 2 jours plus tard, inspecta la voiture et proposa un prix juste. Elle ne négocia pas. Elle lui tendit les clés, signa les papiers et le regarda s'éloigner. Alors que les feux arrière disparaissaient au coin de la rue, elle ressentit quelque chose d'inattendu. La liberté, ensuite, ce fut le tour des comptes. Elle se rendit à la banque, portant son sac comme pour une course ordinaire. La jeune femme au guichet reconnut son nom sur le compte joint. « Souhaitez-vous faire un retrait » demanda-t-elle. « Oui » répondit fermement Marie. « La totalité. » La guichetière cligna des yeux, surprise. « La totalité » répéta Marie, la voix stable. Quand elle sortit de la banque, un chèque de banque bien rangé dans son sac, elle se sentit grandie. Il avait toujours supposé qu'elle n'oserait jamais toucher à l'argent, qu'elle était trop timide, trop dépendante. Mais chaque euro sur ce compte était autant à elle qu'à lui. La dernière étape fut l'avocate. Elle prit rendez-vous discrètement. C'était une femme d'expérience, avec un regard vif et une voix rassurante. Marie lui exposa tout. Les années de dénigrement, le voyage en Italie, l'assistante, la voiture, les comptes. L'avocate ne scia pas. Elle hocha la tête et dit « Vous avez déjà fait le plus difficile. Décidez que c'est terminé. Le reste n'est que de la paperasse. Entendre cela fut comme un baume. » Elle engagea la procédure de divorce ce jour-là. De retour à la maison, elle continua comme si de rien n'était. Elle cuisinait, elle nettoyait, mais à l'intérieur, c'était une tempête calme. Chaque action était délibérée, chaque pas préparait le terrain pour son retour. Elle imaginait la scène. Lui, franchissant la porte, s'attendant à la trouver là, docile et prête à pardonner. À la place, il trouverait sa voiture disparue, ses comptes vidés et sa femme, non plus à ses côtés, mais debout, fière, les papiers du divorce à la main. Pendant qu'il se pavanait sur les places de Rome et murmurait à l'oreille de son assistante sous le ciel de Toscane, Marie vivait une Italie bien différente, ici même, à Paris. La sienne n'avait ni gondole ni piazza, mais elle avait un goût tout aussi doux, car elle était sienne. Le premier matin, après son départ, elle se prépara un café juste pour elle. Pas besoin de se dépêcher pour préparer ses œufs ou repasser ses chemises. Elle s'assit près de la fenêtre, laissant le silence l'envelopper. Ce qui lui paraissait autrefois solitaire était maintenant paisible. Elle commença à se réapproprier ses journées. Elle s'inscrivit à un atelier de peinture au centre culturel du quartier. Pendant des années, elle s'était dit qu'elle était trop occupée ou trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Mais quand elle prit le pinceau et posa la couleur sur la toile, elle se sentit rajeunir de 10 ans. Un autre après-midi, elle partit en excursion avec quelques amis sur la côte normande. Elles se promenèrent sur les planches de Deauville, mangèrent des moules frites et rirent jusqu'à en avoir mal aux joues. Pour la première fois depuis des années, elle ne regardait pas sa montre, inquiète d'être à la maison avant qu'il ne remarque son absence. La liberté, découvrit-elle, n'avait pas besoin de passeport. Elle commença aussi à s'occuper du petit jardin sur son balcon avec une nouvelle énergie. Ce petit coin de terre devint sa Toscane à elle. Elle y planta des tomates cerises, du basilic et de la lavande. Chaque pousse verte qui perçait la terre était comme une victoire personnelle. Pendant ce temps, il appela quelques fois. La première fois, son ton était pressé, distrait. « Tout va bien à la maison » demanda-t-elle, comme si elle n'était que la gardienne de l'appartement. « Tout va bien,
répondit-elle simplement, omettant les détails des voitures vendues et des comptes vidés. Lors d'un autre appel, elle entendit le rire de la jeune femme en arrière-plan. Il essaya de couvrir le téléphone, mais c'était trop tard. Cette fois, son cœur ne se brisa pas. Il s'endurcit. S'il affichait sa présence si ouvertement, c'est qu'il la croyait vraiment aveugle, naïve, trop faible pour faire autre chose qu'attendre. L'ironie était presque comique. Il la pensait impuissante, alors qu'elle était déjà en train de construire une nouvelle vie sans lui. Le jour de son retour ressemblait à l'acte final d'une longue pièce de théâtre. Elle avait répété la scène dans sa tête si souvent que lorsqu'elle se produisit enfin, elle n'était pas nerveuse. Elle était prête. Elle entendit le taxi s'arrêter en bas, le bruit des pneus sur les pavés parisiens. Son cœur ne s'emballa pas comme autrefois. Juste une certitude calme, comme une tempête qui s'apaise enfin. La lourde porte d'entrée s'ouvrit, et il entra, une valise à la main, le teint hâlé par le soleil méditerranéen, une vague odeur d'une eau de Cologne qu'elle ne reconnaissait pas. Il avait cette démarche arrogante, le regard d'un homme qui pensait revenir à une vie sagement rangée, préservée telle qu'il l'avait laissée. « Eh bien, dit-il en posant ses sacs dans l'entrée, on n'est jamais mieux que chez soi. » Elle l'étudia en silence. Ses yeux dévièrent vers la fenêtre donnant sur la rue, et il remarqua l'emplacement vide. « Où est la voiture ?» demanda-t-il, la voix soudainement sèche. « Vendue, dit-elle, calme comme la pierre. » Il cligna des yeux. « Tu as fait quoi ?»« Je l'ai vendue, » répéta-t-elle en croisant les mains sur la table. Elle n'est plus là. Son visage se décomposa. Cette voiture valait. Elle valait exactement le prix que j'en ai obtenu, l'interrompit-elle, la voix toujours aussi stable. Et cet argent est à moi maintenant, tout comme les comptes, tout comme mon temps, mon énergie, mon avenir. Il se figea, abasourdi. Les comptes ? Tous, dit-elle. Chaque centime a été retiré, transféré. Tu n'achèteras plus de champagne à Rome avec cet argent. L'expression sur son visage était presque comique. Un mélange de fureur et d'incrédulité. Il avait bâti toute sa vie sur l'hypothèse qu'elle était inoffensive. En une phrase, elle venait de faire voler en éclats cette certitude. Il tenta de reprendre le contrôle. « Tu ne peux pas faire ça. Je ne te le permettrai pas. » Ce fut à ce moment-là que Marie rit. Pas un rire cruel, mais un rire sincère. Libérateur. « Tu ne me le permettras pas. Voilà tout le problème. Tu as passé des décennies à penser que j'avais besoin de ta permission, mais ce n'est plus le cas. La procédure est lancée. Les avocats s'en occupent. Tu n'as plus rien à permettre ou à interdire dans ma vie. » Il recula comme si les mots eux-mêmes l'avaient frappé. Puis la rage éclata. « Espèce d'ingrate, d'aigrie. Arrête, dit-elle fermement en levant la main. Sa voix ne trembla pas. Pendant des années, j'ai avalé tes insultes, tes remarques méprisantes. Je t'ai laissé me réduire jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus. Mais c'est fini. Je ne suis pas trop vieille. Je ne suis pas trop faible. J'en ai fini. » Un silence tomba. Pour la première fois de leur mariage, elle avait eu le dernier mot, et il le savait. Finalement, il attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. « Tu ne seras rien sans moi, » cracha-t-il. Marie se tint droite. « Au contraire, » dit-elle doucement. « Sans toi, je suis enfin quelqu'un. » La porte claqua derrière lui, et d'un seul coup, le poids s'envola. Après son départ, elle s'attendait à ressentir la vieille douleur, la peur d'être seule. Mais à la place, elle trouva autre chose dans le silence. Le soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, son appartement lui appartenait. Pas de pas lourd dans le couloir, pas de soupir agacé au dîner, pas de jugement flottant dans l'air. Juste de l'espace. Un espace glorieux et ouvert. Elle le remplit avec les choses qu'elle avait autrefois mises de côté. La musique qu'elle aimait. Les photos de famille qu'il n'avait jamais voulu exposer. Même l'odeur des bougies à la lavande qui, selon lui,
lui donnait mal à la tête. Chaque petit choix était un acte de reconquête. Sa renaissance fut douce, régulière, comme un printemps qui s'épanouit après un hiver rigoureux. Elle se réveillait chaque matin avec un but. Certains jours, elle s'occupait de son jardin de balcon. D'autres jours, elle peignait, non pas pour les éloges, mais parce que les couleurs la faisaient se sentir vivante. Un après-midi ensoleillé, elle réserva un petit voyage pour elle seule. Pas en Italie, pas encore, mais dans une charmante chambre d'hôte sur la côte bretonne. Elle passa ses journées à marcher sur les sentiers côtiers, à respirer l'air marin et à écrire dans un journal. Ce n'était pas glamour, mais c'était à elle. Elle renoua également avec de vieilles amies qui s'étaient lassées de l'arrogance de Jean-Pierre. Elles l'accueillirent à bras ouverts. Les déjeuners s'étiraient en après-midi, remplis de rires et de nouveaux souvenirs. Bien sûr, il y eut des moments de solitude, mais même ces moments étaient plus légers que le poids constant de vivre avec quelqu'un qui vous faisait vous sentir petite. La solitude, apprit-elle, n'est pas la même chose que le vide. Parfois, la solitude est une liberté. Un soir, assise sur son balcon alors que le soleil se couchait sur les toits de Paris, elle repensa à l'Italie. Pas avec amertume, ni avec désir, mais avec un sourire tranquille. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de l'Italie pour prouver quoi que ce soit. Si elle voulait y aller un jour, elle irait. Mais, même si elle ne mettait jamais les pieds à Venise ou en Toscane, elle avait déjà trouvé quelque chose de plus important, elle-même. Et à vous qui écoutez en ce moment que vous soyez, je veux dire ceci, ne laissez personne vous dire que vous êtes trop vieille pour vivre, pour rêver, pour recommencer. L'âge n'est pas une cage, c'est une clé, si vous choisissez de l'utiliser. J'avais passé trop d'années à laisser quelqu'un d'autre définir ma valeur. Mais quand il est parti, je me suis enfin souvenu de quelque chose que j'aurais dû savoir depuis toujours. Je n'étais pas trop vieille. J'étais intemporelle. Mon mari est parti en Italie avec son assistante. Je suis resté à la maison, j'ai vendu sa voiture, vidé nos comptes et demandé le divorce. Et bien qu'il ait pensé que l'Italie serait son triomphe, il s'est avéré que c'était le mien. Car l'Italie sans moi n'était qu'un voyage. Mais l'Italie sans lui fut le début de ma liberté.